Félix, bienvenue à Tout le monde. Merci. On sort justement d'un match de tennis. Ouais, c'était intense. À 18 ans, tu es l'une des étoiles montantes du tennis mondial et tu occupes depuis cette semaine le 33e rang mondial du classement de l'ATP. La semaine dernière, à Miami, tu es devenu le plus jeune demi-finaliste de l'histoire de ce tournoi dans la série Masters 1000. Bravo. Après 7 victoires consécutives à Miami, tu t'es finalement incliné en 2 manches serrées de 7-6 et 7-6 face au champion en titre de l'an dernier, l'Américain John Isner, 10e meilleure raquette au monde. On a senti beaucoup de nervosité et un peu de frustration de ta part pendant le match. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, chaque défaite est décevante pour un joueur de tennis, malgré la semaine formidable que j'avais connue. Oui. J'ai servi pour le premier set et le deuxième set. L'importance du match m'a un peu plus atteint que les tours précédents. Puis je pense que ça a été une difficulté. Puis après, quand je regarde ça maintenant, c'est juste... c'est positif parce que ça prouve que j'ai encore des choses à améliorer, puis que je suis jeune, puis que je vais maturer. Puis, d'ailleurs, tu voulais tellement t'améliorer qu'après la conférence de presse qui a suivi le match, tu es retourné sur un terrain d'entraînement pour exercer ton service. Ça, c'est parce qu'il était en Ouais, t'as raison, c'est un peu une thérapie pour moi. C'est des choses que j'ai fait auparavant. C'est pas la première fois. Donc, oui, des fois, ça peut m'arriver. Parce que oui, peut-être que mon service m'a coûté ce match-là en particulier. Ça aurait pu être autre chose. Mais ouais, c'était un peu une sorte de thérapie pour moi. Ouais. Pour te rendre jusque-là, tu avais facilement défait en quart de finale le 13e meilleur joueur au monde, le Croate Borna Coric, en seulement 2 manches, 7-6 et 6-2. Manon. C'est le match. Roger Federer t'a encensé après ton tournoi, je le cite. « J'aime son attitude. Pour quelqu'un de jeune comme lui, c'est très impressionnant. On a déjà vu ça avec un Nadal, méga fort mentalement, et je pense qu'on peut déjà le mettre dans cette catégorie-là. » On peut dire que Roger Federer connaît bien le tennis. Tu as reçu ça comment, venant de celui qui a remporté, mine de rien, son 101e titre à Miami? Ouais. C'est spécial, c'est un peu irréel à chaque fois parce que ma génération de joueurs, on a tous grandi en le regardant jouer. Donc, d'avoir des éloges de quelqu'un comme lui, c'est toujours un peu irréel à chaque fois qu'il me mentionne. Comme si Dieu te parlait. Oui, pour nous, c'est un peu le Dieu dans notre milieu. Mais après, il y a un côté quand même très humain. Puis moi, de mon côté, comment je prends ce commentaire-là, c'est un peu... Je pense que c'est des signes que je suis sur le bon chemin, mais après, j'ai du travail à faire pour me rendre où je veux aller. Et oui, il faut que tu pratiques tes services la nuit. Exactement. Le tennis, c'est une histoire de famille. Comme Obélix, tu es tombé dans la potion magique alors que tu n'avais que 4 ans. L'enfant de la balle. Regarde la belle photo. Oui. Qu'est-ce qui t'attirait tant dans le tennis? Mon père, qui était passionné de tennis... Sam Aliassime. Sam Aliassime, oui. Ouais. Puis qui était directeur fondateur d'une académie de tennis. Oui, donc c'est sûr que dès les tout débuts, quand j'avais pas l'occasion, des fois, d'aller à la garderie ou quoi que ce soit, j'accompagnais mon père quand il donnait des leçons de tennis. Puis j'ai vraiment aucun souvenir, en fait, de ne pas avoir joué au tennis. Ça a toujours fait partie de ma vie, celle de ma sœur puis celle de ma famille. Donc, puis après, j'ai gardé cette passion-là jusqu'à aujourd'hui. Tu as commencé à te démarquer à l'Open Super 12 doré en France, un tournoi mondial qui est réservé aux joueurs et aux joueuses de 12 ans. Et tu l'as remporté alors que tu avais 11 ans et tu es devenu champion du monde, Manon. Champion du monde à 11 ans. Ouais. Est-ce que tu t'es dit, je vais continuer ou j'arrête là? Puis... tu sais, c'est important de se retirer à un bon moment. Hein? Non. C'était des signes encourageants. À 11 ans, c'est formidable de revoir ces images-là. C'est des très bons souvenirs. Je comprends. Mais après, pour moi, même avec ça, puis même avec ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a rien qui a vraiment changé après dans mon cheminement. En 2016, à 16 ans, en finale du tournoi junior de Roland-Garros,
Tu as baissé pavillon en 3 manches devant le Français Geoffrey Blancano, une défaite qui t'a fait pleurer. Et le grand joueur français Yannick Noah, qui assistait au match, est venu te consoler en oubliant de remonter ses culottes. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Yannick Pauvre Noah? lui, il pleure, puis on rit tout. Non, il était très encourageant parce que, en fait, il me disait qu'il devait supporter, évidemment, le joueur français. Il devrait supporter ses culottes d'abord. Oui, il devrait supporter également. Mais qu'au fond de lui, je lui faisais beaucoup penser à lui quand il était jeune, puis qu'il me souhaitait vraiment la meilleure des chances. Puis, à vrai dire, moi, au moment, je voulais rien savoir de Yannick Noah, même malgré la légende qui est, malgré... Toi, t'étais fâché. Moi, j'étais fâché. Je voulais juste sortir du terrain, aller voir ma famille, rentrer au vestiaire. Puis par contre, ce que ça montre pas, c'est qu'il est venu au vestiaire. Puis ça, c'était vraiment quelque chose de spécial parce que les organisateurs du tournoi m'ont dit que Noah ne se déplace pas souvent jusqu'au vestiaire à l'autre côté du site pour rencontrer un joueur. Puis, non, mais c'est un dieu en France. Là. Oui, encore aujourd'hui. Encore là. aujourd'hui. Donc, après, vraiment, lorsque j'étais au vestiaire, qu'il est venu me voir puis qu'on a vraiment eu l'occasion de parler, c'est vraiment un moment que j'oublierai jamais parce que pour tout ce qu'il a fait en tennis, c'était spécial de le rencontrer puis de discuter avec lui. Mais beaucoup ne se seraient pas relevés de ce match à Roland-Garros. Et toi, 3 mois plus tard, tu remportais la finale junior du US Open, devenant ainsi le plus jeune joueur de tennis canadien à remporter un tournoi du Grand Chelem chez les juniors. Est-ce que tu pensais rebondir aussi rapidement? Oui, je pense que c'est une qualité que mes entraîneurs m'ont donnée, puis qui m'ont dit de continuer à travailler, de continuer à être résilient. Puis, je pense que d'un côté, cette défaite crève-cœur-là en finale m'a permis probablement de gagner l'US Open. Je pense que peut-être que si j'avais gagné à ce moment-là le Roland-Garros, peut-être j'aurais pas trouvé la motivation en plus pour gagner l'US Open. Puis encore, c'était une très belle leçon à ce moment-là, puis qui me sert toujours aujourd'hui. Les amateurs de tennis ont tous en tête ton match contre ton compatriote et grand ami Denis Shapovalov le 27 août 2018 au US Open. Tu étais forcé d'abandonner à la 3e manche. Une scène forte, remplie d'émotions, de souffrance que tout le monde a vu, Manon. Shapovalov will advance to round number 2. And offering up adulation. C'est sûrement pas le fun à vivre, mais c'est très beau à voir 2 athlètes de haut niveau qui se respectent comme ça. Oui, j'ai énormément de respect pour lui. Puis plus que ça, on est même de très bons amis. On a vécu de bons moments dès un jeune âge ensemble. On a gagné l'US Open Junior alors que j'avais 15 ans, qu'il en avait 16. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Déshydratation, coup de chaleur? Non, en fait, c'était une arythmie cardiaque. C'est un problème avec lequel je vivais depuis que j'avais 8-9 ans. C'est pas dangereux pour ma santé ou quoi que ce soit, mais lorsque ça arrive, j'ai pas vraiment de contrôle sur mes battements cardiaques. Puis après, je suis forcé d'arrêter. C'était seulement la 2e fois de ma carrière que je devais arrêter un match en cours. Puis il n'y a rien à faire, là? Quand ça arrive, non, pas vraiment. J'ai essayé de m'allonger, j'ai levé mes jambes. Des fois, ça peut faire descendre mon rythme cardiaque, mais là, rien à faire. Je suis quelqu'un quand même d'assez émotionnel, donc c'est pour ça qu'un peu à la fin du match, j'étais très émotif parce que... Oui, mais tu n'étais pas tout seul à pleurer. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu le match aussi. Puis d'arriver, que mon père soit là, que ma famille soit là, puis que je sois même pas capable de finir le match, c'était vraiment crève-cœur parce que je me disais, bon, à la limite, si je perds le match, bon, ben, j'aurais tout donné, j'aurais tout essayé. Mais jamais j'aurais pensé qu'à mon premier Grand Chelem, je sois incapable de juste finir le match. Donc, c'était très difficile à avaler, mais encore une fois, bon, c'était une autre bonne leçon. Cette année, tu as disputé à Rio ta première finale, ce qui a fait de toi le plus jeune finaliste de l'histoire à accéder à une finale sur le circuit ATP 500. Es-tu tanné d'écrire des pages d'histoire? Oui, en fait, bon, je cours pas vraiment après. Ça arrive, puis j'essaie d'aller le plus loin que je peux, mais c'est sûr que
Oui, depuis tout jeune, je t'écoute parler, puis à chaque fois, c'est toujours le plus jeune, le plus jeune. Ah ouais? C'est difficile parce qu'à un point, que tu le veuilles ou non, ça te rentre dans la tête. Puis après, pour moi, c'est plutôt avec ma famille de voir comment on peut gérer ça, puis comment je peux juste bien naviguer là-dedans, puis quand même avoir une vie équilibrée, là, malgré tout ça. En 2017, tu es passé du 614e rang mondial au 159e, une montée fulgurante qui s'est jamais arrêtée. En février 2019, tu étais 104e. Il y a une semaine, 57e. Et en ce moment, tu es 33e. Félix, la question qui tue. Le top 10, c'est pour quand? Mais c'est pas de pression. Mon objectif, je dirais, l'année prochaine. C'est-à-dire que je dois quand même travailler, je dois améliorer mon jeu, puis les conséquences seront que mon classement va monter, mais... Oui, puis ces derniers rangs-là, ils sont durs à gagner. Ils sont très durs. Ils sont très durs. Juste de passer de la 33e place à la 27e, 25e place, c'est énorme. Donc maintenant, le jeu se resserre, puis les exigences montent aussi. C'est faux de penser que ça devient plus facile ou quoi que ce soit. Les exigences ne font que augmenter. Donc, il faut que je les augmente aussi à l'entraînement, évidemment. Mais oui. Comme les meilleurs joueurs au monde, tu es récemment déménagé à Monaco. Tous les joueurs sont là. Pour sauver du temps ou pour sauver de l'impôt? Oui, c'est sûr que... C'est bien cher, un bungalow à Monaco. Bungalow, oui. C'est pas donné, oui. Mais c'est sûr que oui, il y a la question des impôts qui est évidente de tous, mais je pense que plus loin que ça, la dernière fois que j'étais à Montréal, c'était en novembre dernier. J'étais sur la route depuis. Puis en fait, on voulait trouver une façon avec ma famille de trouver des moments où est-ce que, entre les tournois, je peux avoir un peu un chez-moi. Donc, on a toujours pensé que l'Europe, c'était une bonne destination parce que c'est plutôt central, il y a beaucoup de tournois autour. D'ailleurs, Monaco, il y a énormément de joueurs avec qui s'entraîner. Je peux m'entraîner toute l'année à l'extérieur. Donc, il y a plusieurs raisons. Mais je pense que, oui, je pense qu'il y a plusieurs raisons malgré celle des impôts. Mais c'est sûr que... mais ça va te suivre de toute façon. On va tout le temps te la poser, cette question-là. Oui, on me la pose. Moi, j'ai mes raisons personnelles, je peux comprendre. D'un autre côté, je m'engage dès maintenant, tu vois, à redonner beaucoup à Tennis Canada qui m'ont énormément supporté. Puis on essaie, même dès aujourd'hui, de mettre des structures en place pour redonner. Puis je redonne énormément aussi à l'Académie de mon père avec un programme qu'on a appelé Redonner au suivant, qui est en fait un programme qui a permis d'avoir une sélection de plus de 100 jeunes qui ont l'opportunité de jouer gratuitement dans ce programme-là. Donc, ça me tient à cœur parce que moi, j'ai eu des belles opportunités quand j'étais jeune. Je me compte chanceux. Puis j'espère qu'il y en aura d'autres après moi qui pourront avoir ces mêmes opportunités-là. Le tennis au Canada ne s'est jamais aussi bien porté. Milos Raonic est 15e au monde. Denis Shapovalov est 20e. Bianca Andreescu, qui a 18 ans comme toi, est 23e. Eugénie Bouchard est sur Instagram. Est-ce C'est pas fin, hein? Est-ce que tu suis leur carrière de façon, disons, plus patriotique ou dans le cas de Raonic ou Shapovalov, ce sont avant tout des adversaires? Je suis leur carrière comme un ami, exemple. Dans le cas de Shapovalov, il y a un peu une distance par la génération entre Milos et moi. Mais je pense que tout d'abord, je le vois comme ça. Après, c'est sûr qu'on est tous des compétiteurs. Puis si on a à jouer l'un contre l'autre, ben ouais. on va vouloir gagner. Puis, mais je pense que tout ça, c'est vraiment des rivalités très saines parce que ça nous permet vraiment de nous motiver un et l'autre indirectement. Puis il y a beaucoup de confiance, puis il y a beaucoup d'espoir qui tourne autour du tennis canadien en ce moment. Puis comme joueur, on le sent personnellement. Mais d'ailleurs, tu vas peut-être les affronter, ces joueurs-là, à la Coupe Rogers à Montréal. Tu vas jouer devant tes fans. Est-ce que ça devient un tournoi plus important que les autres parce que c'est chez toi? Ah, non, parce que c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai commencé à jouer, c'est là où je me suis développé au Centre national dès l'âge de 13 ans. Je peux pas vraiment plus jouer à la maison qu'au stade IGA, à Montréal. J'ai changé de nom. Ah oui. Non, j'ai très hâte. Puis de voir que les billets se vendent déjà, c'est fabuleux. Puis non, je pense qu'on va avoir un très beau tournoi. Là. Souvenir. À chaque fois que tu frappes une balle, il y a des millions de Québécois qui la frappent avec toi. Ensemble, on est imbattables. Merci beaucoup. Bravo.
belle Good job.